Ceux qui sont sur ma tâche officielle et ceux qui sont sur ma tâche officielle 2. J'espère que vous avez passé une très belle journée et j'espère que vous préparez la nouvelle année qui arrive. Eh bien, j'ai choisi ce soir de dresser avec vous de façon systématique sur tous les plans politico-économico, sociaux, culturels, le bilan noir, le désastre, le marasme que M. Biya a installé au Cameroun. J'ai choisi avec vous ce soir de parcourir encore tout son bilan de 1982 à 2019. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Étant donné que tout ce que M. Biya a fait n'était que du mal, nous allons donc ensemble voir. Et si je me trompe, n'est-ce pas, enfin, nous allons tous, vous allez me faire le procès. Donc, j'espère réellement être à la hauteur de vous. Je salue Kalissel, je salue Nat, je salue Paul, je salue Achille Foka. En tout cas, tous ceux qui me retrouvent. Et si je salue Patrick, je salue également Diamant. Vraiment, partagez et repartagez ce live. Partagez, baptisez comme vous voulez. Vous pouvez le baptiser live Congossa, live tout ce qui est possible. Mais partagez. Je sais qu'il y a un nombre considérable de signalements. Il y a tout un groupe qui signale la page. Mais on ne peut réussir à les contrecarrer qu'avec la force des émoticônes et des séances vidéo que vous pouvez partager et organiser, n'est-ce pas, sur vos pages. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à la chose. Vous savez que M. Biya, lui, il a été choisi à la tête du Cameroun en connaissance de cause de son incompétence, en connaissance de cause de son incohérence, en connaissance de cause de son inertie, en connaissance de cause de son indifférence face aux problèmes des Camerounais choisis par le français Louis Paul Ojoula, et puis imposé à la tête du Cameroun pour être piloté comme un griot, comme un pantin à travers le temps jusqu'aujourd'hui. Et donc, ce soir, nous allons essayer de voir ce qui n'a pas marché, pourquoi le Cameroun aujourd'hui est dans ce désastre que nous constatons tous. Pourquoi le Cameroun vit dans cette insécurité, dans cette misère totale, dans cette misère criarde. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on est conduit par un vieux? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on est entré dans un bateau qui navigue à vue? Bref, nous allons voir. Et pour ce faire, nous allons commencer ce soir, n'est-ce pas, sur le plan sanitaire. Ok? Je vais vous dire, et là j'ai pris mes notes, j'ai mon bic avec moi. La soirée va être longue, je peux déjà vous dire. Sur le plan sanitaire au Cameroun, le régime de Yaoundé a rendu le Cameroun en un pays inhumain. Un pays inhumain en ce sens que vous allez constater qu'au Cameroun, les malades n'ont pas de médicaments, pas de soins de santé envers le personnel, pas de couverture santé de 1982 à 2019. Je vais vous prendre un exemple très simple, terre à terre pour commencer. Vous connaissez l'affaire Monique Koumateke. Monique Koumateke a été éventrée. Monique Koumateke a été éventrée avec la lame de rasoir devant l'hôpital. Elle meurt avec 2 enfants dans le ventre. Sa soeur s'est retrouvée dans l'obligation de l'éventrer, de retirer les jumeaux déposés sur son ventre dans un pays où les ministres gagnent des tonnes, des milliards, des sommes faramineuses, des sommes somptueuses. Ça, c'est un exemple. Ensuite, le personnel de santé est mal formé au Cameroun. Nous l'avons constaté. Et je vais m'expliquer. Le personnel de santé au Cameroun ne prend jamais soin du malade. Il ne connaît rien en termes de soins. Aujourd'hui, ici, allez dans les hôpitaux aussi en Europe, allez dans les hôpitaux en France, allez dans les hôpitaux à Paris, allez dans les hôpitaux en Belgique, en Italie, aux États-Unis où vous êtes, à Ottawa au Canada où vous êtes. Vous allez voir comment est-ce qu'on prend soin des malades qui sont des vulnérables. Mais au niveau du Cameroun, allez dans les arrondissements, allez dans des hôpitaux des districts, allez dans des hôpitaux d'arrondissement, vous allez constater avec vos propres yeux. Mesdames et messieurs, chers camarades, ce soir, nous n'allons rien inventer. Nous n'allons rien inventer. En Europe, quand vous êtes malade, on vous accueille à l'hôpital comme un prince, comme un roi. On vous accueille à l'hôpital comme un Jésus. Vous comprenez? Comme un bébé. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que
vous êtes en situation vulnérable. Ce n'est pas comme au Cameroun. Le système a fait de telle façon que même les malades qui arrivent à l'hôpital, seulement l'accueil, le lit de l'hôpital leur rend malade. Le lit de l'hôpital leur met dans l'agonie. Le lit de l'hôpital leur met dans le coma. Vous êtes malade, vous arrivez à l'hôpital, à l'approche du lit, à l'approche même du cadre dans lequel on va vous soigner, vous êtes obligé de mourir. On force, on précipite votre mort. Voilà ce qui se passe au niveau du Cameroun. Et donc, on a l'obligation de le dire aujourd'hui. Dans ce plan que nous allons dresser, ok, ensemble ce soir. Lorsque vous êtes au Cameroun, vous êtes malade, on vous enfonce dans le stress, vous déprimez, vous mourrez avant le temps. Nous avons vu les images des atrocités, les images démoniques. Nous avons vu les images des gens à l'hôpital. Ça fait le tour de la toile, le tour du monde entier. Qui n'a pas pleuré? Qui n'avait pas pleuré? Entre-temps, les ministres partaient se soigner à l'étranger. Ils ont arrêté à l'hôpital les malades. Au Cameroun, on est allé à l'hôpital extraire Célestin Djamen. On est allé à l'hôpital extraire Maître Ndoki. Je vous en prie, n'envoyez pas les têtes de mort, même sur les commentaires. Laissez-les parce que lorsque vous envoyez généralement les têtes de mort sur les commentaires, cela est exactement... Facebook considère que vous êtes en train de signaler ma page. Donc laissez-les. Quand je vais tomber sur les têtes de mort, je vais les enlever automatiquement. Quand je vais tomber sur un mauvais commentaire, je vais enlever automatiquement. Donc ne vous dérangez pas. Au niveau du Cameroun, vous avez constaté qu'on part à l'hôpital, retirer les morts du lit de l'hôpital, retirer les malades du lit de l'hôpital. Célestin Djamen est couché à l'hôpital pour avoir reçu des balles réelles. On est allé le retirer. Maître Ndoki est à l'hôpital parce qu'on venait de tirer à balles réelles lors des manifestations pacifiques. On part à l'hôpital, retirer les malades pour aller en prison. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit cela. Non seulement les conditions ne sont pas réunies pour vous traiter, mais aussi vous arrivez, on vient vous retirer. Ça, c'est dans le pays des Bim Vendors. Vous avez compris? C'est dans le pays des Monsieur Bien. On a dit son nom, on vient nous signaler les pages. Mais on va faire comme on est obligé. On est obligé. Au pays, on traite un malade comme des animaux. Je vous demande de ne pas m'appeler. Au Cameroun, on traite des malades en 2019 comme des animaux, comme des chiens. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, vous n'arrivez pas à payer vos soins de santé? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, vous n'arrivez pas à payer vos médicaments? Mais c'est tout simplement parce que vous vivez dans un pays où il n'y a pas d'emploi. C'est tout simplement à cause du chômage. C'est parce que M. Bien a travaillé à imbéciliser, à clochardiser les citoyens. Et je vais vous dire, je vais vous prendre un autre exemple. Il y a de cela une semaine, on a vu les malades de diabète qui ont entamé une grève devant l'hôpital général de Yaoundé. La cause de leur grève était quoi? L'absence de la prise en charge de leur hémodialyse. Les malades de diabète qui sont... Alors que, je vous rappelle que l'Organisation mondiale de la santé donne de l'argent au Cameroun, même pour prendre en charge les premières nécessités de ces malades. Au Cameroun, ils sont incapables. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Voilà, arrêtez avec les commentaires sur les autres et tout ce qui est possible. Excusez-moi et permettez la fluidité de mon live. Soyez un peu positif dans vos commentaires. Ok, voilà, ne venez pas parler des gens dans mon live. Je suis Martin Tajou, activiste indépendant. Nous sommes là dans une conférence. Donc, respectez-vous un peu. Merci beaucoup, c'est ce que je voudrais vous dire. C'est ce que je voudrais vous dire. Nous avons vu ces malades qui partent devant les hôpitaux se coucher parce qu'on est incapable de les soigner. Et pendant qu'ils sont en train de faire la grève, on envoie une escouade de policiers les disperser. Un pays où on est malade, on envoie la police vous massacrer. On envoie la police vous traquer. Ça, c'est le pays de Monsieur Bien. Et il est très important qu'à la suite de ce live, que chacun soit capable lui-même de faire la synthèse de la chose. Ok? Voilà les faits. Les faits actuels, voilà les faits factuels, voilà les faits pratiques. Et donc, je ne peux que prendre d'abord ces faits actuels pour que nos petits frères et nos petites soeurs qui nous suivent ne pensent pas que j'invente. Parce que si je cours, j'ai fait en 82, ils diront peut-être que non, je ne suis pas sur eux. Mais il faut prendre d'abord des éléments qui sont devant nos yeux sur le cas actuel. Ok? Donc,
Voilà ce qui se passe sur le plan sanitaire. Alors qu'un ministre, lorsqu'il a seulement une peau qui gratte, lorsqu'un ministre de la République, tout seulement, il y a une évacuation sanitaire immédiate vers les pays européens. Vous avez compris? Revenons sur le plan éducatif. Nos écoles au niveau du Cameroun sont dans un état de délabrement absolu, dans un état de délabrement extrême. Les enfants apprennent dans des conditions de pauvreté, dans des conditions puantes, dans des conditions délabrées. Regardez le Grand Nord. Regardez le Grand Nord par exemple. Il n'y a absolument pas d'école. Et même lorsqu'il y a des écoles, lorsqu'il y a 2 ou 3 écoles dans le Grand Nord, qu'est-ce qui se passe? Pendant longtemps, nous avons vu des vidéos de ceux qui filment même sur le terrain, même à Equinox, un peu partout dans les médias. Les enfants qui s'asseyent à main le sol, qui s'asseyent au sol et prennent les cours au sol nus, avec des petits piquets qu'on a plantés, et puis on a mis quelques paillassons, ok, au-dessus, de telle façon qu'en saison pluvieuse, l'école est presque impraticable. Salut François et Aurélie. L'école est presque impraticable en saison de pluie. C'est-à-dire que dans ces conditions, ils ne sont fiers que lorsque le soleil arrive. C'est pendant ces périodes de Noël qui peuvent un peu être fiers au Cameroun parce que c'est une période où, n'est-ce pas, il y a du soleil au niveau du Cameroun. Mais quand la saison pluvieuse arrive, c'est presque impraticable au nord. Ils attendent, ils regardent la météo. C'est quand c'est un peu clair qu'ils peuvent y aller. Mais nos enfants, dans un pays où nous fabriquons le bois, donc, dans un pays où nous exportons le bois, le Cameroun exporte à l'étranger le bois. Mais incapable de fabriquer les bancs pour ses propres enfants. Incapable de ranger des salles de classe pour ses propres enfants. Ok? Donc, cessez de m'écrire. C'est quand même trop là. J'étais à la maison toute la journée, personne ne m'a écrit. C'est quand je commence le live que je reçois les tons des messages. Je serais obligé de mettre ça en mode silencieux. Voilà, merci. Donc, voilà. Nos enfants sont assis. Parfois, 100, 200, 300. Dans une salle de classe qui est censée accueillir 25 ou au trop 30 personnes. C'est là-bas qu'on accueille nos enfants. Comment est-ce qu'on peut étudier et devenir bon? Comment est-ce qu'on peut devenir intelligent, sage, si on s'assoit dans ce genre de conditions? Si on est chargé dans des salles de classe comme... Oh, je n'avais pas bien arrangé ici, là, vous allez m'excuser. Salut Happy et salut Nicole. Vous allez m'excuser, hein. De temps en temps, je vais un peu vous jeter un petit regard ici. Question de ne pas, voilà, être complètement loin de vous, voilà. Mais j'espère que vous m'écoutez des deux côtés. Alors, Calice, je serais obligé d'être bloqué. Donc, je vois encore un message qui vient troubler les gens. Je serai obligé, n'est-ce pas, de vous bloquer. Donc, voilà, abstenez-vous un peu. Merci beaucoup. Voilà. J'étais au niveau du système éducatif. On ne peut pas faire au niveau du Cameroun des salles de classe dans lesquelles on balance 100, 150, 200 élèves. C'est impossible. C'est quasi impraticable pour un enfant dans ces conditions-là de maîtriser quelque chose. Le système éducatif devient désuet, caduc. C'est-à-dire appelé à disparaître. On enseigne tout ce qui vient d'ailleurs. Ils ont fait de telle façon que dans nos écoles, on enseigne à nos enfants tout ce qui est ailleurs, tous les intellectuels d'ailleurs, l'histoire d'ailleurs, mais sauf ce qui est au niveau du Cameroun. Sauf l'histoire du Cameroun. Sauf la réalité socio-culturelle, économique et politique du Cameroun. Le Cameroun est le seul pays au monde où on enseigne tous les autres intellectuels, mais on refuse d'enseigner les intellectuels du Cameroun. C'est le seul pays au monde où on peut licencier un professeur pour avoir enseigné l'urgence de la pensée du professeur Maurice Kamto. C'est le seul pays au monde où on peut accepter qu'on enseigne Madame Bovary, qu'on enseigne André Brie. C'est le seul pays au monde où on peut enseigner Voltaire, où on peut enseigner Karl Marx, où on peut enseigner Hegel, où on peut enseigner Montesquieu, où on peut enseigner Voltaire. Mais c'est encore le seul pays au monde où on ne peut jamais enseigner le professeur Maurice Kamto. En tant que là, je parle de l'intellectuel. Je ne parle pas, ok, de l'homme politique. Ça, c'est le Cameroun. C'est très important de le dire. C'est le seul pays au monde qui n'a pas de bibliothèque nationale.
C'est le seul pays au monde où ils sont incapables de mettre sur pied, de donner même des outils nécessaires pour apprendre. Il s'ensuit logiquement que lorsque les enfants ils vont à l'école dans ces conditions, par milliers dans les salles de classe, manque d'outils d'apprentissage, manque de bibliothèques, manque, n'est-ce pas, de laboratoire, ça devient immédiatement ce que je dois appeler quoi? Une école de répétition. La pédagogie manque, la pratique manque, c'est une école de répétition. Je dis bien répétition. Point barre. Sur ce point, il n'est pas besoin de démonstration de force. Mesdames et messieurs, chers camarades, c'est pourquoi à la fin de chaque année, les gens organisent les fêtes parce qu'ils ont eu 9 forts. Il a eu 9 forts. Et puis on a arrondi ça à 10. Il a passé. Ils organisent les fêtes dans les familles, ils dansent. Je ne sais pas si c'est le fort qu'on met sur 9 qui fait qu'on devient bon. Ou bien c'est le 9 qu'on arrondit, je ne sais pas. Bref, les gens dansent parce qu'ils ont passé avec 9 forts. On a arrondi à 10. Ils dansent. Vous avez compris? Posez-vous la question de savoir, ou posez la question à un de ses élèves, ce qu'il va devenir dans la vie. Qu'est-ce qu'il veut devenir? Il va vous dire qu'il veut devenir ministre. Il veut devenir directeur. Mais tu ne sais pas ministre de quoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu associer à cette théorisation de l'école quelques éléments pratiques. Mais hélas, après le bac, c'est soit tu es pousseur, après la licence, tu es benskineur, après le master, tu es moto-taximan. C'est-à-dire que plus vous étudiez, plus vous alignez les diplômes, plus vous devenez des chômeurs. Ça, c'est ce que le Cameroun, ça, c'est ce que le régime de M. Biya met en place depuis 1982. Ah, il y a quand même évolution, non? Si on a le bac, on est pousseur, on a la licence, on est benskineur, et puis on a le master, on est moto-taximan. Parfois, on est docteur, on parlait dormir à la Belle Étoile, on parlait dormir devant le ministère des enseignements supérieurs comme le docteur... ouais, ça s'appelle encore qui là? Henriette, ou c'est, si je ne me trompe pas. Bref, un truc comme ça, les canets. Voilà ce qui se passe au niveau du Cameroun. Parce qu'on a passé au temps à dire qu'on veut devenir docteur pour être ministre, pour être ceci et cela. Plus tard, on se retrouve dos au mur. On part dormir à la belle lune, on part à la belle étoile, j'allais dire. On part se coucher devant le ministère des enseignements supérieurs, en sous-entendant, en estimant au moins qu'entre-temps, on peut les recruter. Vous voyez un peu? Voilà ce que le Cameroun produit. Quand il y a un concours, c'est la corruption qu'on installe. La corruption bat le record. Le Cameroun est le premier pays au monde et en Afrique qui bat le record. À qui on peut donner le médaillon d'or. À qui on peut donner la médaille en diamant. Ok? Vous avez compris? C'est le Cameroun en corruption. Lorsqu'il y a un petit concours, soit vous avez des réseaux de filiation pour devenir quelque chose, soit vous passez par la corruption. Par corruption, parfois parce que vous n'avez pas la compétence nécessaire, l'école ne vous a pas assez fabriqué pour passer ce genre de concours, ou par réseau de filiation, si réellement, même à côté, il y a certains qui ont de la compétence, mais parce qu'ils n'ont pas parce qu'il n'y a pas un peu la mère du père de la fille de tel dans le gouvernement, il est obligé de se retrouver comme ça, mis hors jeu. Voilà ce qui se passe au niveau du Cameroun. On peut conclure donc sur cet aspect en disant que l'école au Cameroun ne sert qu'à fabriquer des chômeurs. L'école au Cameroun est un cadre à fabriquer la corruption. C'est un système qui fabrique, en tout cas, le désespoir. Le régime de M. Biya, à travers le système éducatif, nous remet, c'est en quelque sorte comme si le système scolaire était le centre, en tout cas, de la désinformation. Sur le plan éducatif au Cameroun, M. Biya a tout fait avec son groupe de gangsters, n'est-ce pas? Ils ont réussi de façon fantastique à mettre sur pied un système scolaire qui produit exceptionnellement, et là, je réponds, exceptionnellement et exponentiellement des potentiels futurs bandits et chômeurs. Vous savez quoi? Voltaire nous disait que le travail éloigne de l'homme 3 grands mots. Le vice, la nuit et le besoin. Donc, quand un régime réussit à produire des chômeurs, la conséquence logique en est que ils vont se lancer dans la criminalité, les agressions, le vol, la malhonnêteté, l'insécurité totale va s'installer. Voilà ce que le régime de M. Biya nous prévoit depuis 1982. Si je laisse le plan éducatif et que je tombe sur le plan judiciaire, voilà là où le chef bandit va mourir. Pendant 37 ans, le régime de Yaoundé a pondu, je dis bien pondu,
toutes les lois possibles. Toutes les lois possibles. Pour ceux, si vous voulez, vous connecter sur ma tente ou sur ma page principale, hein, parce que je regarde plus ici que de l'autre côté. Ok? Donc, pendant 37 ans, on constate qu'ils ont pondu assez de lois, mais ils n'ont jamais pu rendre le droit. La justice n'a jamais été équitable, égalitaire, zéro. Retenez 3 mots-clés. On a assisté au cas des arrestations arbitraires, on a assisté au cas des détentions illégales, et ensuite des actes de torture graves. Je répète, les détentions illégales, les arrestations arbitraires, et puis des actes de torture graves. Voilà ce que nous avons à faire au Cameroun depuis 1990 aujourd'hui. Eh bien, Montesquieu avait clairement élaboré la théorie du droit constitutionnel en insistant sur la séparation des pouvoirs. Et donc, je voudrais encore saisir l'occasion ce soir pour vous dire que lorsque Montesquieu élabore sa théorie du droit constitutionnel, il nous présente les 3 puissances. La puissance ou bien le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. C'est sur cette théorie du droit constitutionnel que les grandes nations, les plus grandes puissances qui se développent aujourd'hui s'appuient pour développer leur pays. C'est sur ces droits, sur cette théorie du droit constitutionnel. Eh bien, Montesquieu nous fait comprendre que les 3 puissances doivent avoir ce qu'il appelait un pouvoir d'auto-neutralisation. En clair, les 3 puissances séparées, l'une ne devrait pas influencer l'autre. Ça veut dire que le judiciaire n'a pas de leçons à donner au législatif. Le législatif n'a pas de leçons à donner à l'exécutif. L'exécutif n'a pas de leçons à donner au judiciaire ou au législatif. Mais au niveau du Cameroun, on se rend compte clairement que M. Biya a confisqué tous les 3 pouvoirs. Il a mis sur pied, bref, il a pris en otage toutes les 3 puissances. Avec l'instrumentalisation de la justice, eh bien, il peut désormais décider qui est-ce qu'on peut arrêter, quand est-ce qu'on va l'arrêter, quand est-ce qu'on peut l'incarcérer et quand est-ce qu'on peut le libérer. Voilà ce qui se passe. Un état de droit est purement et simplement absent au Cameroun. Nous avons vécu au Cameroun de 1982 à 2019 dans un état de nature. Je dis bien dans un état de nature. Et donc, je vais vous expliquer quand je parle de l'état de nature. C'est quoi l'état de nature? Un état de nature, c'est un état de la jungle. C'est une société inconventionnelle, c'est une société non conventionnelle. Une société animale, une société qui n'est pas dynamique. Parce qu'on différencie la société humaine et la société animale en ce sens que, bref, le point de démarcation est que dans la société humaine, la société où vivent les hommes, c'est une société qui est dynamique, c'est une société qui se redynamise, qui se mobilise. Mais la société animale est statique. Et c'est une société où le plus grand mange le plus petit, le plus faible. Donc, c'est dans cette société-là que M. Biya et toute sa clique nous ont enfoncés depuis 1982. On vit désormais sous une chaîne de prédation où le plus grand mange le plus faible. C'est la loi du loup, la loi du plus fort, la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent. Voilà ce qui se passe au niveau du Cameroun. Donc, ils nous ont ramenés dans un état de nature. La justice au Cameroun a été utilisée pour écraser, anéantir, les leaders d'opinion, pour tuer le génie. La justice a été instrumentalisée par M. Biya parce que désormais, il ne se préoccupe pas de l'exécutif. L'exécutif donne les ordres au législatif et au judiciaire. Ils instrumentalisent la justice qui roule désormais aux ordres de ce satrape, pour bâillonner la liberté de presse, pour museler les intellectuels, pour écraser systématiquement l'opposition, une opposition réelle bien sûr. Je dis bien ceci. Ils instrumentalisent la justice pour s'aimer la peur, la torpeur, la crainte, pour s'aimer l'inquiétude. Je vous dis que désormais, entre le régime de Yaoundé et le peuple camerounais, ce qui les lie, c'est le suspense, c'est l'inquiétude, c'est la dépression, c'est le stress. Voilà ce qu'ils ont réussi à installer au Cameroun à travers la justice. Ailleurs, on parle de la balance, qui crée l'équilibre judiciaire. Mais on a l'impression qu'au niveau du Cameroun, il y a plutôt quoi? Tout un désordre, qui crée plutôt ce que je dois appeler le déséquilibre judiciaire. Vous voyez, 2 poids, 2 mesures. Pendant qu'ailleurs, les gens perdent, rendent le droit en se
en tout cas en s'appuyant sur l'équilibre et l'égalité de la justice, ok, et installer un état du droit, au niveau du Cameroun, on constate clairement, purement et simplement que non, il y a un déséquilibre total. Ok? Mais nos tribunaux au Cameroun, j'ai envie de dire que c'est en quelque sorte comme les centres de concentration. Nos prisons, ce sont des centres d'incinération. Ok? Ce sont des espaces à écraser les êtres humains. C'est ce que j'ai noté en disant que c'est en quelque sorte un lieu de désinformation. Un lieu de déshumanisation. Laissons même des informations, ça ne passe pas ici. Disons un lieu de déshumanisation. Voilà nos tribunaux au niveau du Cameroun. C'est un lieu où on tue, on jette les corps dans les fosses communes, on cache, on ne dit pas aux gens. Voilà le bilan de M. Bia. Voilà ce que je vais faire, je voulais dire avec vous ce soir. Le juge ne rend pas le verdict. Un juge camerounais qui roule au service de M. Bia ne rend jamais un verdict. Il ne rend jamais un verdict clair. Ne rend jamais une décision qui ne souffre pas de suspicion. Il ne rend jamais un droit dans le respect de la loi. Zéro. Les innocents sont en prison au Cameroun depuis 1982. Les innocents sont en prison et les coupables se baladent carrément à l'air libre, sans problème. Oui, tout va bien. On peut agresser, on peut tuer. Et puis on se balade librement aussi longtemps qu'on fait partie du RDPC. Bon, l'égalité de la justice disparaît à partir de cet instant. L'égalité de la justice disparaît. Dès que vous avez même atteint les premiers millimètres du Cameroun, il n'y a plus égalité. Tous les juges au niveau du Cameroun jugent avec le coup de fil. Ils jugent avec le coup de fil. Ils sont au tribunal, mais ils ont le téléphone. Chaque moment, on fait un peu huis clos, on part, on téléphone. On suit les ordres de la hiérarchie. Parce que l'exécutif a pris le dessus sur le judiciaire. Vous roulez à contre-courant, à l'inverse de la norme. Ils sont tous corrompus. Jusqu'à la moelle épinière. La corruption et la gabegie financière est consubstantielle. Ce qui est consubstantiel, c'est ce qui est lié. On peut dire que l'enfant est consubstantiel à son père. Donc vous êtes liés comme ça dans le sang. La justice est consubstantiellement liée. Non, la corruption, j'allais dire. La corruption. C'est lié au sang et à l'ADN de tous ces juges. Mais, j'ai envie de vous prendre un exemple. Monsieur Atangana Clément. Ok, c'est une illustration parfaite. Ok, en tout cas, j'y reviendrai. J'y reviendrai. J'y reviendrai. Vous savez, je vais vous dire que de 1982, ok, ou bien, disons même de 1992 à 2018, parce qu'il parle là des élections, M. Bia a procédé à ce que je dois appeler une mascarade électorale scandaleuse pour conserver son pouvoir. Mais en 2018, le président Kamto a traîné tout le système devant le tribunal, devant le conseil constitutionnel, ok, et on a vu la face de la justice. On a vu les fesses de la justice. On a compris comment l'instrumentalisation de la justice était déjà considérable au Cameroun. On a vu jusqu'à quel seuil la manipulation de la justice était au Cameroun. Nous avons vu combien tous ceux qui sont censés rendre le droit au Cameroun sont même déjà illégitimes eux-mêmes là où ils sont, faisant partie, ok, étant des militants de base d'un parti politique, du RDPC. De telle façon qu'à la poste, ils partent décrocher, enlever leur nom, ok, du site du RDPC, sans honte. Et là, on dit quelle ignominie politique. En 92, il a procédé par la mascarade pour se maintenir. 97, même chose. 2004, même chose. 2011, même chose. Même si entre 2004 et 2011, on a vu les émeutes de 2008 que je vais encore évoquer tout à l'heure. Mais on sait que c'est en 2018 qu'on a réellement donc su comment M. Bia procédait pour se maintenir au pouvoir. Par la mascarade, par la forfaiture, par la manipulation des votes. Aujourd'hui, c'est clair devant les yeux de tous les Camerounais qu'on ne peut pas faire confiance à un tel système.
Donc pour ceux qui attendent quelque chose de sérieux à M. Biadéman, mais je vous envoie vous balader. Il n'y aura rien. Rien du tout. Rien. Regardez, puisque nous sommes dans l'aspect judiciaire, regardez les prisons au Cameroun. Tout à l'heure, je vous ai dit que les hôpitaux étaient des mouroirs. Mais les hôpitaux sont aussi des mouroirs. Sauf qu'au-delà d'être des mouroirs, les prisons, au-delà d'être des mouroirs, on va appeler ça quoi? L'abattoir. Ok? Ce n'est pas pour ça qu'on a construit les prisons. Mes chers camarades, on n'a pas construit les prisons pour tuer les Camerounais, pour tuer les individus. Non. Ici en Allemagne, j'aime toujours prendre l'exemple de l'Allemagne parce que lorsque vous êtes dans un pays, prenez les bonnes valeurs. Prenez les bonnes valeurs. Laissez ce qui est mauvais, ça ne nous arrange pas. Ce n'est pas pour nous. On prend les bonnes valeurs, on laisse les mauvaises valeurs. Ok? En Allemagne, lorsqu'on vous met en prison, on considère que la prison doit être pour vous en quelque sorte un centre on va appeler ça quoi? Des civilisations. C'est un lieu pour civiliser, pour rééduquer. C'est un lieu pour, en tout cas, pour remettre un individu sur les rails. Ce n'est pas un lieu pour tuer. Les prisons sont des centres de correction, des centres on va appeler ça quoi? De réinsertion. On essaye de vous corriger, de vous civiliser, de vous rééduquer en vue de vous réinsérer dans la société. Voilà le but même des prisons. Les prisons auparavant, dans l'Antiquité, parce qu'on construisait les prisons, avant, l'homme était plus féroce qu'aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Il suffit que tu m'énerves, on tue, on tue. Vous avez lu les livres du passé, où il y a toujours les pères, il y a ceci et cela, on tuait. Donc on a vu qu'il faut mettre les choses sur pied pour redresser l'homme. On a mis les prisons. Une fois que vous avez tué, on vous met en prison. Une fois que vous avez commis un crime, on vous met en prison pour vous corriger, pour vous redresser encore. Lorsque vous redevenez normal, on vous intègre dans la société. Exactement, les centres d'insertion sociale. Et donc, au Cameroun, c'est exactement le contraire. On vous met en prison. Dès que vous êtes allé en prison, vos familles peuvent déjà, voilà, aller faire le deuil. Hein. Si on met un individu en prison au Cameroun, immédiatement, vous pouvez déjà aller faire votre deuil. Il prie déjà, s'il a menti, s'il a je ne sais pas quoi, il peut déjà faire sa prière et dire que ok, c'est fini. Parce que vous ne savez pas quand vous allez sortir. Parfois même, vous avez un enfant en prison, vous êtes à la maison en train de prier, croyant qu'il va sortir un jour. Il est déjà mort, on l'a tué déjà depuis longtemps, jusqu'à enterrer. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Est-ce que dans un tel pays, on peut faire confiance à celui qui est à la tête de notre institution? C'est possible? Est-il possible? Je dis non. Je dis non. Pour savoir qu'une société est une société purement humaine, pour savoir qu'un État est un État de droit, il faut jeter un coup d'œil dans les prisons. Il faut jeter un coup d'œil dans les tribunaux. Il faut s'asseoir, écouter les procès. Il faut voir la manière dont on traite les êtres humains. Ont-ils accès aux soins en prison? Sont-ils nourris confortablement? Aller en prison ne veut pas dire qu'on déshumanise l'homme. Mais qu'est-ce qu'on constate au Cameroun? Qu'est-ce qu'on constate au Cameroun? Allez faire un saut en Kondegui. Allez faire un saut là-bas. Et vous viendrez, allez faire un saut au quartier du Kosovo. Et vous viendrez, on va en parler. Pouvez-vous me dire aujourd'hui en 2019 que le Cameroun est un état de droit? Qui peut me répondre? Vous, les 300 personnes qui sont encore là ici, je ne sais pas, c'est 58. Dites-moi si aujourd'hui vous pouvez clairement me dire qu'il y a encore un état de droit au Cameroun. Quelqu'un peut-il être fier si vous êtes victime d'une injustice au Cameroun? Pouvez-vous faire confiance à la justice camerounaise? Pouvez-vous faire confiance au commissariat? Pouvez-vous? Impossible. Non. La réponse c'est non. La réponse c'est non. Donc, soyons quand même un peu véridiques, mes chers Camerounais. Le régime de Yaoundé a mis en prison tous les vrais leaders politiques. Le régime de Yaoundé a passé le temps à incarcérer, d'ailleurs, pourquoi je vais m'aller loin? Mamadou Mota est où? En prison. Où est passé le président Kamto avant? Toute sa coalition en prison, torturé. Et pourquoi? Pour des idées politiques, pour avoir manifesté pacifiquement, pour avoir marché à main nue avec l'arbre de paix, pour avoir dit que nous ne voulons pas céder
à nos libertés fondamentales, pour avoir dit que nous ne voulons pas céder à nos droits fondamentaux. On leur a arrêté. On leur a mis en prison. Hein? Dans un tel pays, on peut dire qu'on vit dans un état de droit. Impossible. On a procédé, le régime de M. Biya a procédé à incarcérer de façon systématique et continue tous les journalistes. Je vais arrêter, je préfère rester sur les derniers cas, ok, des 2 dernières années. Mimi me fait où elle est encore au Cameroun? Elle a subi. Michel Bienton est où? Il a subi, il n'est plus au Cameroun, il est devenu un journaliste politique exilé. Obligé de se... Est-ce que sommes-nous obligés de nous exiler avant de dire nos idées politiques, avant de nous exprimer? Mais si tel est le cas, on comprend déjà que nous vivons dans un état gendarme, dans un état de répression, dans un régime de répression. Hein, les gars? Donc, tous les leaders anglophones, il faut en parler. Ils sont où? En prison. Aujourd'hui, on demande de mettre sur pied un dialogue national, réellement pour que nous puissions mettre autour d'une même table ces leaders sécessionnistes-là qui ont pris les armes parce que l'État a tiré sur eux et qui se sont construits en groupe d'autodéfense. En tout cas, je reviendrai sur ce cas. Vous avez des idées politiques un peu différentes, vous avez des orientations politiques différentes, vous pensez différemment que ceux du pouvoir, immédiatement, on vous emboîte, on vous attrape, on vous met en prison, immédiatement, on vous tue. Mais, nous sommes en 2019, le Cameroun, le monde est désormais plein. Avec l'avènement des NTIC, n'est-ce pas, l'avènement de la technologie, tout ça, qui a réussi à relier le monde un peu, hein, et connecter les hommes comme les toiles d'araignée, il est désormais clair que nous vivons dans un monde ouvert, dans un monde plein. Nous ne vivons pas en autarcie. Et donc, par conséquence, on doit arrêter de tuer pieds et torpiller les citoyens comme si cela passait inaperçu. Mais c'est ce qu'on constate sous le régime de M. Biya jusqu'aujourd'hui. C'est ce que nous constatons. Ok? Le régime a travaillé à créer 2 classes au Cameroun. La classe des pauvres et la classe des riches. Je ne voudrais pas ici aller encore expliquer ce que le grand philosophe allemand Karl Heinrich Hegel, Karl Heinrich Marx, Hegel c'est autre chose, Hegel ça veut la dialectique, non? C'est que le philosophe allemand, d'ailleurs aussi un grand économiste politicien aussi, Karl Marx a démontré, ok, au XVIIIe siècle. Je ne voudrais pas revenir sur cette classe, mais on va rester tout simplement au niveau du Cameroun pour ne pas entrer dans le dilatoire. On constate que M. Biya et tout son régime ont travaillé à mettre sur pied 2 grands groupes, 2 bonnes classes distinctes, 2 bonnes classes sociales distinctes. La classe des riches et la classe des pauvres. Ok? Dans les pays développés comme l'Allemagne, j'ai dit, je vais toujours prendre parce que je maîtrise bien l'Allemagne en politique, en économie, tout comme dans son aspect éducatif et social. Donc lorsque je parle l'Allemagne en tant que première puissance européenne et je sais sur quoi elle se base chaque année pour maintenir cette place-là. Quand on dit que l'Allemagne est la première puissance, ce n'est pas la première puissance, ce n'est pas militaire. Vous savez d'ailleurs que l'Allemagne a l'embargo sur le plan militaire. C'est bien économique. Donc ils se développent. Donc lorsqu'ils sont riches en Allemagne, c'est parce qu'ils détiennent des entreprises. C'est parce que les riches allemands détiennent des actions. C'est parce qu'ils ont des entreprises de biens, de services et de production. Mais, ce qui m'étonne, c'est qu'au niveau du Cameroun, mais, les gars pillent les caisses de l'État pour être riches. Au Cameroun, on est riche parce qu'on est fonctionnaire. Les fonctionnaires, les hauts cadres de l'administration de l'État sont plus riches que les opérateurs économiques. Ça, c'est inconcevable. Il y a quelqu'un là, je vais un peu, voilà, je te bloque d'abord. C'est très important. J'ai réduit une tête de mort. De plus, il dit qu'il sait. Il sait, mais il ne dit pas. Il veut se comporter un peu comme le cardinal Christian Toumillet. Tu es venu pour éclairer la lanterne. Et on te pose des questions, tu sais, mais tu ne dis pas. C'est comme ça, la gestion de l'opacité. En tout cas, c'était un petit coup de gueule. Si j'abandonne, ok, l'aspect judiciaire, et que nous tombons, j'y reviendrai,
sur l'aspect, sur le plan social, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Ne vous fiez pas aux gens qui commentent comme ça, hein. C'est plus fort que eux, on comprend. Vous pensez qu'un gars du RDPC va se connecter ici, va être fier comment? C'est impossible. Là, je suis en train de dresser le bilan noir de leur gourou, de leur roi. Ok? Donc, sur le plan social, non, on ira à Paris, bien sûr, le 1er février. Mais là n'est pas le programme de ce soir. Je reviendrai. Est-ce que quand je parle de ça, ne dis pas, je ne prends pas mal tes propos, hein, Samuel. Je ne prends pas mal tes propos. Je dis plutôt que non, j'y reviendrai dans un autre live consacré à ça. Mais là, nous sommes le 30, le 364e jour de l'année 2019 qui correspond, n'est-ce pas, au calendrier grégorien, le calendrier qui est utilisé mondialement, approuvé et vérifié par tous les grands organismes internationaux. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, venons à présent sur le plan social. On quitte le plan judiciaire. On reviendra sur le plan, on reviendra plus tard encore. On va constater clairement et purement que le régime de M. Biya a travaillé à créer ces classes que j'étais en train de vous parler. Mais les riches Camerounais sont ceux-là qui sont au-dessus de nos institutions. Ce sont des fonctionnaires et des hauts cadres qui se croient être au-dessus de tout, mais qui ont mis sur pied, en tout cas qui ont fait leur fortune sur le dos de la majorité écrasante du peuple camerounais. Je vois encore un truc de Kali Seul, je vais bloquer. Ok. Prochain commentaire de Kali Seul, je bloque directement. Je ne dois pas attendre. Ok. Entre-temps, le peuple en meurt. Donc, ce que je voulais vous prouver, c'est que les grandes sociétés ont deux classes. C'est clair. Oui, Karl Marx avait démontré. Les prolétaires et les riches. Je ne refuse pas la bourgeoisie et le prolétariat. Mais les bourgeois sont riches dans des sociétés capitalistes parce qu'ils ont des entreprises de production et détiennent des grandes actions. Mais au niveau du Cameroun, comment un ministre peut-il devenir plus riche qu'un opérateur économique? Dites-moi. Mon cœur pleure. Je vais vous demander. Dites-moi. Comment un fonctionnaire au Cameroun, les fonctionnaires qui touchent les plus gros, je vais vous dire, ce sont des fonctionnaires de catégorie A2. Les fonctionnaires de catégorie A2, on les paye 400 000 francs. Leur salaire ne dépasse pas 400 000 francs. Même s'ils ont un peu les avantages de service, tout ce qui est possible, mais ils ne devaient pas réussir à posséder, en tout cas, des villas, des grosses voitures, ok, des comptes musclés partout. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, cette bande-là, il y a une autre bande-là que le brillant professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun a appelé, je vais vous citer, la bourgeoisie comprador. La bourgeoisie comprador. C'est cette bourgeoisie comprador-là qui est une bande de détourneurs de fonds publics, une bande de criminels à col blanc et qui détiennent ces comptes musclés et un pactole largement supérieur à celui de Bill Gates, un pactole largement supérieur à celui de Mark Zuckerberg. Mesdames et messieurs, l'élite du comprador est multi-ethnique au niveau du Cameroun. C'est-à-dire, ceux-là que M. Biya a choisi dans toutes les communautés au niveau, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Bref, il a choisi là-bas une sorte d'élite là qui est même capable de sacrifier leur communauté, n'est-ce pas? Toujours pour supporter M. Biya. Mais ils sont là, ils puisent dans les caisses, ils ont amassé des fortunes. À un moment donné, on leur dit, vous volez pourquoi? Ils ne savent même plus pourquoi ils volent. Mais ils volent, ils détournent. Même pour le mal des Camerounais, ils volent. C'est ça que le professeur Franklin Nyamsi avait appelé un jour dans une de ses conférences live l'élite comprador. Et que je dis multi-ethnique. C'est-à-dire que cette élite-là n'est pas seulement du sud, n'est pas seulement du nord, n'est pas seulement de l'ouest. C'est multi-ethnique. Et ce groupe de gangsters est dangereux, scandaleusement dangereux pour l'avenir du Cameroun. Ok? Ils possèdent nos 2000 milliards, notamment dans l'affaire de la canne. Oui, 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 je profite même là pour le dire, même s'il va arriver sur l'aspect économique plus tard. Oui. Où est passé les 2000 milliards que Ferdinand Gongo a détourné dans l'affaire de la canne? L'argent qui était dédié à la construction des infrastructures, ok, devant abriter la compétition d'une envergure internationale telle la CAN.
Où sont passés les 2000 milliards? Et puis, silence radieux. Nos 712 millions dans l'affaire de la mascotte. On a vu au palais de la culture, au palais du sport, au palais de quoi? Les gens, parce qu'on a critiqué l'ancien mascotte, ils ont dit qu'ils vont faire une nouvelle mascotte pour la CHAN. Ok? D'ailleurs, la CHAN qui devait se jouer en janvier, on a repoussé. L'Algérie se retire, la Tunisie dit que je ne veux pas. Oui, c'est normal. Parce qu'ils n'ont jamais souffert dans l'organisation. Ok? On les traîne par-ci, par-là. Et disent qu'ils veulent faire une autre mascotte. Mais entre-temps, où sont les 712 millions? Là, ce n'est que ce qui concerne cette année. Ce n'est que ce qui concerne cette année. Pour ne pas aller loin, c'est ce qui est encore actuel. Ok? C'est encore très nouveau. Devant nos yeux. Ok? Où sont passés nos 5 milliards dans l'affaire des ordinateurs calculatrices? Jacques Famé Dongo. Jacques Famé Dongo. Ok? Leur cilière de M. Bia. Le Chinda de M. Bia a détourné pour aller organiser la campagne. Nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas, c'était en quelle année qu'il a fait, il y a cela 2 ans, je pense bien, ces fameux ordinateurs PH qu'il a détourné, aller et donner les calculatrices aux étudiants. Où sont passés ces 5 milliards? C'est passé où? Et la justice ne fait pas son travail. Ça, c'est autre chose. Où sont nos milliards, ok, après la vente de l'édifice de l'ambassadeur à Paris? L'édifice qui était censé abriter les ambassadeurs à Paris. Monsieur Samuel Bondo Ayole, ils ont vendu. Ils ont laissé l'argent où? C'est passé inaperçu. Ok? Et boivent aujourd'hui à la présidence de la République un pot de vin à 1,5 milliard de francs CFA. 1,5 milliard de francs CFA. Je vais vous surprendre. Vous savez combien de francs CFA est-ce qu'on a alloué? Ou bien, autrement dit, savez-vous combien est le budget, n'est-ce pas, alloué à la présidence de la République pour l'année 2020? 59 milliards de francs CFA pour quelques individus. Pour quelques individus, on peut calculer, j'aime le calcul. Vous pouvez prendre les 59 milliards, ok, que vous divisez par 12, ou bien, disons même par, puisque chaque mois c'est 4 semaines, on y va comme sur cette base, ça fait 4 fois 12, donc 48 mois. Et vous, lorsque vous prenez les 95, non, attention, les 59 milliards, que vous divisez par 48, vous êtes à plus d'1 milliard 229 166 667 francs CFA par semaine alloué à la présence de la République, mes chers Camerounais. Ok, bon, je vais me mettre un peu plus tranquille parce que d'aucuns vont dire, ok, Martin Tajo, c'est une dépense qui est budgétisée. Oui, disons que c'est une dépense budgétisée. Je vous la concède. Je vous la concède. Je vous concède cette hypothèse. D'accord? Mais lorsqu'on décaisse 1,5 milliard pour boire un pot de vin, c'est toujours cette... Qu'est-ce que vous allez me dire à ce niveau? Qui va rembourser cette dette? Qui va rembourser? Ce n'est pas le peuple camerounais? Ce n'est pas nos Bayam Salam qui vendent les tomates là-bas? Qui vendent les plantains? Qui vendent les oranges là-bas? Au Cameroun? Là-bas, en Kouloulou? Là-bas au marché Congo, un peu de partout, là, ce n'est pas eux là. Là-bas, à Mokolo? Ce n'est pas ces sauveteurs là, ces vendeurs à la sauvette là que vous allez arrêter pour qu'ils cotisent 100 francs, 200 francs en guise d'impôt. Ce n'est pas ça. Mais en un jour, en 2 jours, on a décaissé 1,5 milliard de francs CFA pour boire un pot de vin. Voilà ce qui se passe au niveau du Cameroun. Voilà ce président-là que vous êtes en train de supporter. Vous supportez quoi? Vous supportez quoi sur ça? Vous supportez quoi? Lorsqu'on a passé autant d'années, lorsqu'on a passé autant de séjours à l'étranger, en Suisse, dépensant des milliers, des milliards, qui paye? Lorsqu'on a cumulé le nombre de séjours passés par un soi-disant président, on voit qu'il a passé environ 6 ans, donc plus de 5 ans, on a arrondi à 6 ans à l'étranger. Un peu comme si sa maison c'était la Suisse et qu'il venait chaque fois en visite officielle au Cameroun. Et chaque déplacement, il y va avec une équipe d'au moins une quarantaine de personnes. Bloque tout l'hôtel, paye pendant 1 mois. Il rentre faire 1 semaine, 2 semaines, il revient encore au niveau de l'étranger, taper 1 mois.
ils dépensent des sommes, je dis bien, faramineuses, des sommes somptueuses, des sommes titanesques, des sommes pharaoniques. Dans un pays où on dit que le Cameroun est un pays très pauvre et très endetté. Mais ça fait mal. Le blanc, quand le blanc voit ça, vous êtes Camerounais, si vous êtes en train de mourir, il ne vous regarde pas. Il dit, mais allez voir votre président. Oui, il faut qu'on soit clair. Je vous rappelle que le Cameroun en 2019 a une dette publique qui s'élève à 8 000 milliards. Hein? 8 000 milliards de francs CFA. Mais quand l'autocrate arrivait au pouvoir en 1982, il s'était affiché comme ça en ostentation et a eu le culot de dire que le Cameroun, il venait d'hériter d'un pays stable, ok, et donc il n'ira jamais auprès de la communauté, auprès des bailleurs de fonds internationaux ou de la Banque mondiale prêter de l'argent. Nous voici aujourd'hui en 2019. Ceux qui le supportent, les docteurs agrégés en doctorat de Facebook, les professeurs en professorat de Facebook, tous ceux, les sbires, même disons les petits brebis, les oiseaux, les perroquets qu'on a mis derrière Facebook pour nous insulter, pour bloquer nos pages là. Je leur pose la question. Monsieur Biya avait dit en 82. Et en ce moment, il venait, la caisse, voilà, le budget de l'État, on avait même une caisse qui était excédente. Mais aujourd'hui, il avait dit qu'il ne devait jamais aller au niveau de la Banque mondiale, prêter de l'argent. Bon, je vous pose la question. Peut-il encore répéter la même chose en 2019? Est-ce qu'il peut encore répéter la même chose en 2019? Je dis non. Ok? Donc, chers Camerounais, sur le plan social, même si cet aspect économique, j'aurais dû l'insérer, n'est-ce pas, sur le plan économique, mais en tout cas, sur le plan social, Monsieur Biya vous a réduit en esclave. Monsieur Biya vous a réduit en prolétaire. Vous travaillez manche. Vous avez compris? Votre métier, c'est le benskin, le chariot. Votre métier, c'est la sauvette, la vente à la sauvette. Voilà. Vous travaillez. On vous agresse matin, midi, soir pour prendre quelques... Voilà. Pour récupérer ce que vous avez eu en termes d'impôts. Ensuite, on peut boire les pots de vin avec. Voilà ce que M. Biya vous a réservé au niveau du Cameroun. Ok, chers camarades. Dites-moi, comment un fonctionnaire comme M. Bondo Ayolo a réussi à acheter un bâtiment à hauteur de 750 millions de francs CFA? Dites-moi, par quelle alchimie? Il a opéré quel cataclysme? Il a opéré quel mystère? Pour acheter, c'est-à-dire qu'il manquait que quelques millions pour que ça soit, pour qu'on arrive à 1 milliard. Il gagne quoi? Il gagne combien pour acheter ça? Et c'est un bâtiment qu'on a pris à un ancien ministre hein, en même temps. C'est-à-dire que c'était un bâtiment volé, un bâtiment qu'on a construit avec les fonds publics. Généralement, dans un pays, lorsqu'on a construit, lorsqu'on a détenu les fonds publics pour construire, pour acheter un bâtiment, lorsqu'on récupère, on met à la vente aux enchères. On fait que toute la population voit, ok? Mais, Ronnie, bien sûr, c'est la conférence. Lorsque vous êtes chez Martin Tage officiel, c'est ça, vous avez affaire à ça. Je vous ai dit que c'est en quelque sorte une conférence. Ok? Donc, voilà ce qui se passe. Il est sorti d'où avec 750 millions de francs CFA pour acheter une telle villa. Alors, on a vu comment au Cameroun en 2019, les gens sont allés verser de l'acide sur l'argent pour réduire l'argent à cendre. Eh bien, tout simplement parce qu'il fallait cacher les traces. Et donc, c'est ça que j'ai appelé les criminels à col blanc. Donc, les criminels à col blanc sont exactement ces gens-là qui volent et ils essaient d'effacer les traces de telle façon qu'on ne sait pas comment. Ok? Ils ont pris cette... On cherche, on ne voit pas les documents qui justifient cela. C'est difficile de les traîner au tribunal parce que vous n'aurez pas de preuves. C'est ces criminels à col blanc là. Et c'est ce qu'ils ont fait au Cameroun. Vous avez vu avec moi, je ne sais pas où il y a cette vidéo. Je ne veux pas meubler ma conférence avec la vidéo. Vous avez vu avec moi comment ils sont assis dessus les sacs d'argent. On a vu les Camerounais qui, je ne sais pas c'était où à Yaoundé, qui ont passé le temps à vérifier pour voir, à fouiller. Ils prenaient, c'était déjà complètement décapité là. On ne voit que les bouts de 10 000 francs, les bouts de 5 000 francs. Dans un pays pauvre, très endetté, très important de le savoir. Entre-temps, on enregistre les milliers de morts dans le Nozo. On enregistre
des milliers de réfugiés. On enregistre les milliers de déplacés internes. Au lieu qu'on cesse la guerre, au lieu qu'on donne de l'emploi à ces jeunes, M. Biya s'est investi, s'est gargarisé, a envoyé son ministrant, son escroc à Tangandji avec des convois, avec des denrées alimentaires pour aller donner à ces gens-là. Est-ce que c'est la nourriture que les anglophones demandent? Est-ce que c'est la nourriture que ceux-là veulent? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous demandons là, ce sont les denrées alimentaires? Ils vont manger 1-2 jours, ça va finir. Voilà un pays où le peuple meurt. On a envoyé vos parents dans la détresse. Ils sont enfoncés dans la détresse. Et les gens partent se confesser la conscience tranquille dans des grands bureaux climatisés à Yaoundé. Et en même temps, on a lancé la guerre pour vous tuer. On demande de se résoudre la crise. Au lieu de le faire, on vous envoie la nourriture. Vous avez vu, non? C'est ce gourou-là que les gens supportent. Jusqu'à quand on perd un peu l'attention, il vient dire que vous n'avez pas d'argument. Ah, vraiment, Dieu. J'ai envie de dire, si on regarde même bien les camions qu'ils ont envoyés, pourquoi quand on va envoyer les denrées alimentaires aux gens, on envoie avec les convois, on envoie dans des convois militaires? Pourquoi? Vous êtes sûr si ce n'est pas les armes qui sont allées laisser là-bas? Vous êtes sûr si ce n'est pas, une fois de plus, les armes, les balles, ok, et les bombes qu'ils ont mis pour aller là-bas encore et assassiner le peuple? Pourquoi envoyer dans des convois militaires, dans des camions militaires? Vous n'êtes pas sûr s'ils ont mis les armes à l'intérieur et puis ils ont mis quelques cartons de savon et d'huile derrière pour fermer là. Ils ont ouvert, on vous montre. Parce qu'ils savent que chaque fois qu'ils y vont avec les armes, visiblement, tout le monde est au courant. Donc, je peux même dire que ces convois n'étaient en quelque sorte que des mercenaires qu'on envoie une fois de plus pour assassiner ce peuple anglophone là. Ça, c'est une question très importante que chacun devrait un peu... D'ailleurs, je reviendrai sur ce cas. Je reviendrai. Salut Bobby de Paname. Salut Ren. Salut Kandem Sylvie. Nan Kams. Ronnie. Tous ceux qui me suivent ce soir. Et également, salut à Véronique Tendo. Et voilà, Happy et Diamant, tous ceux qui sont également sur ma page principale. Ok. Donc, voilà en quelque sorte ce qui se passe. Et maintenant, tous ceux qui sont en prison, au niveau du Cameroun, sont des anciens ministres. Tous ceux qui meublent les prisons du Cameroun, je dis, sont des anciens ministres de Bib-Vondo. Salut Bobby. Ce sont ces anciens ministres, ces généraux, ceux qui ont travaillé pour lui parce qu'ils n'ont jamais travaillé pour les Camerounais. Tous ceux qui ont travaillé autour de lui étaient là pour conserver son pouvoir et protéger les intérêts, leurs petits postes de strapontaires ministériels. Et ils n'ont jamais précisé qu'ils étaient là pour le peuple camerounais. Non. Ne faisons pas d'amalgame. Mais quel est ce pays où tout un ancien gouvernement est en prison? Question très importante. Quel est ce pays où tous ceux qui ont servi un dictateur sont tous en prison? C'est un pays de bandits, c'est un pays de voleurs, c'est un pays de malhonnêtes, c'est un pays d'ingrats, de pyromanes, de pompiers pyromanes. C'est un pays de détourneurs, c'est un pays d'assassins, c'est un pays de mythomanes. Aucune référence pour la jeunesse. Monsieur Biya est encore le seul prisonnier qui est libre au Cameroun. Parce que normalement, il se maintient encore là par la force des armes, par la force de la violence. C'est la force de l'intimidation. Il ne pèse que sur les armes. Mais vous pensez que vous allez peser sur les armes pour vous maintenir jusqu'à quand? Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que si il n'y avait pas des armes, M. Biya sera également poursuivi à la Cour pénale internationale. Sa place est là-bas puisque c'est le premier voleur. Les autres ne sont que des apprentis voleurs. C'est le premier sorcier. Donc même en 2008, quand il disait que le peuple camerounais était des apprentis sorciers, quand il disait que nous étions des apprentis sorciers, ce n'était pas nous. Non. C'était ses ministres. Ses ministres sont des apprentis voleurs, les apprentis sorciers. Et lui, c'est le plus gros kleptomane. Kleptomane comme ça. C-L-E-M-A-A-N-E. Kleptomane. C-L-E-P. Voilà. T-O-M-A-N là.
C'est lui le plus gros kleptomane. Vous pouvez écrire kleptomane avec K, hein. Ça s'écrit aussi avec K ou avec C. C'est le plus gros kleptomane, le plus gros bandit, voleur, qui a tellement volé qu'il ne sait plus quoi faire. Et puis ses apprentis voleurs, ses apprentis sorciers, ils sont en prison. Voilà un pays. Tous ceux qui ont servi le gouvernement sont en prison. Tout un gouvernement. Ça veut dire que si on part en prison et qu'on retire tous les ministres qui sont là-bas, on peut réellement les mettre là et ramener ceux qui sont là actuellement en prison. Les gars vont encore diriger comme ils dirigeaient avant. Voler, tuer. Voilà. Ils peuvent changer de temps en temps. Ils n'ont pas de problème. C'est les mêmes gens, les patates des mêmes sions, les macabos des mêmes bions. Ok? Eh bien, je vais vous dire que quand je parle, oui, oui, où sont les arguments? Où sont les arguments? Déjà, ils partent faire ça chez certains. Quand ils arrivent ici, ils fuient. Je vais vous parler. Qu'en est-il de l'article 66 de notre constitution au niveau du Cameroun? Puisque je suis en train de dresser le bilan de M. Biya. M. Biya a-t-il déjà montré ses biens? M. Biya a-t-il déjà un jour déclaré ses biens? Non. Mais je vais vous lire cet article, puisque je l'ai. Hein? Un instant là. Voilà. Je vais vous lire cet article. Hein? Je vais vous lire cet article. Je fouille ça comme ça rapidement. Voilà, ça 66 de la Constitution du Cameroun, car rapidement. L'article 66 de la Constitution du Cameroun vous dit ceci. Le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tous détenteurs d'un mandat électif, les secrétaires généraux des ministres et assimilés, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels des administrations chargés de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tous gestionnaires de crédit et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Voilà ce que l'article 66 de la Constitution du Cameroun dit. On parle avec le cerveau. Je n'invente pas. Je n'invente pas. Ça veut dire que tous les hauts fonctionnaires de l'État, du haut cadre de l'administration de l'État, de la présidence de la République, au petit conseiller municipal, devraient chaque fois, lorsqu'il commence ses fonctions et lorsqu'il termine, déclarer ses biens. Mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui est loin au sommet n'a jamais pu déclarer ses biens. Ses ministres n'ont jamais pu. Ses directeurs généraux n'ont jamais pu. Parce que ce sont des groupes de gangsters. Ce sont des bandes de bandits. C'est des détourneurs de fonds publics. C'est des criminels. Vous avez suivi? Voilà dans ce Cameroun-là où que les gens sont en train de vouloir protéger un peu Jean. Bien, il est le Messie, il est le ceci, il est le cela. Regarde, les voilà les mêmes. Motam aussi. Il m'envoie le live de je sais pas quoi. Vous êtes terrible quoi. Je suis en live, c'est pas mon live qui m'envoie. Hein. Regardez. Regardez. Un instant. Ce n'est pas mon live. Hein. Ce n'est pas mon live qui m'envoie. Hein. Regardez. Matin, je suis en live, je suis en train de livrer une conférence sur les problèmes que M. Biya installe au Cameroun. Il envoie le live. Bon, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Donc, voilà. Si on laisse l'article 66, vous allez, en tout cas, vous constatez que personne n'a pu déclarer, personne, aucun ministre de M. Biya, aucun directeur général, aucune personne qui est autour de lui, aucun fonctionnaire de l'État, personne, personne. Ok? Personne. Ils ont travaillé tout simplement, ou ils apprennent à travailler tout simplement deux méthodes, de 82 à 2019, deux méthodes. 1. Installer la pauvreté pour mieux instrumentaliser les gens. 2. Semer la division pour mieux régner. Voilà ce qui arrive au niveau du Cameroun. Donc, quelqu'un me dit que le président avait le discours aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, c'est le 30. Ce n'est pas le 31. Okay, ce n'est pas le 31. Ce n'est pas le 31.
Monsieur Biya a réussi comme ça à mettre sur pied un régime constitué, des élites qui vivent que du vol, des élites qui ne vivent que de la tricherie, des élites qui ne vivent que de l'usurpation, les élites qui ne vivent que de la secte magico-anale, des pratiques magico-anales, de la rose-croix. Voilà ce qui est au Cameroun. Avec leurs pratiques, ils ont empoisonné la météo sociopolitique au Cameroun. Complètement. Et tous ceux qui le font adhèrent à une machine que j'ai parfois dénommée une machine à écraser les êtres humains, qu'on appelle le RDPC. Et que j'appelle, en tout cas, un appareil de formation. Revenons peut-être à présent réellement sur le plan politique. Parce que là, je suis un peu allé. Là, on va revenir sur un plan purement politique. Même si entre-temps, il y avait certains éléments qu'on pouvait y intégrer. Ok? Eh bien, salut Marie-Chantal. Hein? Salut Marie-Chantal. J'ai lu ton commentaire. Merci beaucoup. Merci pour le soutien moral. Donc voilà, revenons sur le plan politique. Quand M. Biya arrive au pouvoir en 82, porté, en tout cas, comme je l'ai dit en prologue, par son maître colon, ok, Louis Paul Ojoula, il va organiser un coup d'État fantôme et poser sur les épaules de son prédécesseur Amadou Ahidjo. Comme ça, il a réussi à neutraliser, à lyncher, tuer les centaines d'officiers nordistes sous un prétexte que ce sont eux qui ont organisé le coup d'État. Je l'ai dit en connaissance de cause. Parce que l'un des plus grands chindas de M. Biya, qui s'appelait Jacques Fauchivé, avant de mourir, il avait déconstruit cette thèse-là. Jacques Fauchivé pour M. Biya était comme le colonel Banqui aujourd'hui. Avant de mourir, il a réfuté cette thèse, il a refusé ça. Au début des années 90, il n'a même pas tardé de démontrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale qu'il était un dictateur en puissance, un mini-tyran. Lorsque les mouvements de contestation ont débuté, les mouvements qu'on a appelés les villes mortes dans les années 90, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Il a neutralisé tous les leaders politiques. Les étudiants dormaient comme ça la nuit, on les retrouve dans leur chambre, on a tiré sur eux, tué, assassiné. Très tôt le grand matin, on est allé à la radio à 6 h. On est allé à la radio, dit que non, il y avait 0 mort. Vous avez entendu parler de ça, non? Opération, il y avait 0 mort. 0 mort. Hein? Vous avez entendu parler de ça? Ça, c'est le régime de M. Biya. On vous parle des grandes ambitions. Quand on n'a pas pu réaliser, on n'a pas pu appliquer, on vous parle des grandes réalisations. Après, on passe aux grandes opportunités. On passe à l'émergence 2035, alors qu'on sait même que peut-être là, on ne sera même plus il ne sera même plus en vie. Voilà. C'est normal. Il vous parle 2050. Il sait bien que là, il ne sera plus en vie. Mais on vous parle. On vous dit que là, il y aura des grandes réalisations. Paul Biya sera toujours là pour vous réaliser. Et les gars sont là. La peste que nous avons, hein, la plus grosse peste, c'est M. Biya, de 82 à aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce que Mongo Betty a appelé dans son livre une malédiction. Il a appelé ça une spirale tragique. Que M. Biya, avec son parrain, colon, Louis Paul Ojoula, a renfermé le Cameroun dans une malédiction, dans une sorte de spirale tragique qui va traîner à travers le temps. C'est Mongo Betty qui le disait. Donc, autre chose, durant la nuit du 22 au 23 janvier 2001, le capitaine Abazengi avait enlevé 9 jeunes à Bipanda. Ces jeunes ont été brûlés, tués, parce qu'ils ont dit que, ok, ils avaient volé une bouteille de gaz, une bouteille à gaz, un truc comme ça. Et donc, sous ce prétexte de la lutte contre le grand banditisme, ils ont réussi à lyncher, ok, à lyncher ces 9 jeunes-là. Ok? Eh bien, ensuite, il y a quoi? Il y a eu un simulacre de procès, il y a eu un semblant de procès, mais aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'à quel niveau, ils sont arrivés avec ce procès. Où sont passés les 8 soldats qu'on avait arrêtés? Je ne sais pas. Je ferme la page. On remonte à 2008. Les jeunes ont protesté contre la modification de la Constitution et la hausse du prix du carburant.
et des denrées alimentaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, M. Biya Sacré, il a envoyé le bille, massacrer les centaines de Camerounais, tirer sur les populations. Ensuite, il a dit que vous étiez des apprentis sorciers. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez le fameux discours, non? Les apprentis sorciers. Et vous avez donné rendez-vous dans 20 ans, 30 ans. Donc lui, il est immortel. Comme il est le roi, il est le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, là, il est immortel. Il vous a renvoyé dans 30 ans, dans 20 ans. Il vous a appelé des apprentis sorciers parce que vous avez manifesté. Voilà comment un régime se comporte envers ses populations. Voilà comment un régime se comporte envers vous. Je reviens sur la crise anglophone. En 2016, les avocats ont manifesté. On leur a pris, on a mis en prison. Ensuite, les mamans ont marché. On leur a massacré. Après, on a les jeunes de l'université, même chose, on a traîné dans la boue. Pour finir, ils ont dit qu'on ne pouvait pas négocier avec la forme de l'État, avec les sécessionnistes. On ne pouvait pas discuter sur la forme de l'État. On ne pouvait pas, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas. Ils ont envoyé les convois militaires tirer sur les citoyens. Les gens se sont constitués en groupe d'autodéfense. Ça a donné ce qu'on voit aujourd'hui. Conséquence de cause, le Cameroun est à plat. Ces deux zones sont invivables, un climat d'insécurité totale. Qu'est-ce qui se passe? On envoie maintenant les denrées alimentaires pour les donner. On donne la nourriture aux gens alors qu'on a dit qu'il n'y a pas une crise humanitaire au Cameroun. Mais on prend les Camerounais pour les bêtes, quoi. On nous prend pour des idiots, quoi. On nous prend pour des idiots, quoi. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Si on remonte maintenant à ça, ce qui s'est passé en 2018, avec le massacre des manifestants, lorsque M. Biya va voler la victoire du président Kamto, le président Kamto va organiser des manifestations pacifiques auxquelles il n'y avait pas seulement les militants du MRC, mais aussi les Camerounais lambda qui sont sortis et pour manifester leur désarroi. Au programme étaient inscrits 3 choses. Non au hold-up, non au crime contre la fortune publique et non à la guerre aux nozo. Stop à la guerre. Qu'est-ce qui se passe? On leur a massacré. On a envoyé des convois militaires. On a sorti toute l'armée de l'air et l'armée de terre. Les autres, on a tiré à balles rien. Une fois à l'hôpital, on vient les retirer car aller mourir en prison. Voilà le bilan de M. Biya. Voilà ce qu'il fait au Cameroun. Où est passé? Si on quitte, on entre dans l'église. Où sont passés les évêques? La disparition des évêques chaque année. Où est passé Monseigneur Jean-Benoît Bala? Et tous les autres hommes d'église assassinés, tués. Monseigneur Jean-Benoît Bala, il est tué dans l'eau. Et les autres qui sont morts avant lui. On a fait la lumière sur l'affaire. Zéro, jamais. Monsieur Bibondo, si je continue l'enseignement, vous allez attraper la crise cardiaque avant que la nouvelle année ne vous retrouve au lendemain. Donc, ensemble, voilà comment un président se comporte. Voilà celui que vous supportez et attendez son discours demain. Si je laisse ça, je voulais même par exemple, sur le plan culturel, hey Jesus, seulement 2 phrases pour que vous compreniez réellement. Sur le plan culturel, 1. L'échec de la CAN, le glissement, que des glissements, que des glissements. Et cette affaire risque encore glisser parce que d'ailleurs, la CAF dit déjà que l'Algérie est prête à prendre et dit déjà qu'il va encore effectuer une descente sur le terrain avec une mission d'inspection dans le cadre de voir comment évoluent les infrastructures. Je n'ai pas dit les stars, les infrastructures. Vous avez compris? Donc, lorsque vous regardez la musique, qu'est-ce qui se passe? On est passé des grands artistes comme les Ekambi Briand à Nyang au nord du sud. Fop Fap, Ouagayoui. On est quitté des côtes basses pour arriver sur les grands baraques. C'est ça qu'on est en train de promouvoir au Cameroun. Je ne vais pas épiloguer longuement sur le plan culturel. Voilà le résultat. Voilà clairement le résultat. Il y a des gens qui ont laissé maintenant l'engagement et ils discutent pour chanter pour Madame Chantal Biya, pour chanter à la présence de la République. Voilà ce qui se passe.
Ça, c'est le bilan de M. Biya et j'en suis très fier de présenter ce bilan. OK? Donc, si je reviens peut-être sur le plan économique, je vais être très clair avec vous. On va faire une étude comparative. Non, bon, en tout cas, faisons comme ça. On va parler 82, 2019, 82, 2019, 82, 2019. Salut Nana. En 1982, M. Biya arrive au pouvoir et trouve une caisse pleine avec un excédent de plus de presque 3 000 milliards. Il dit que, mes chers Camerounais, je venais d'hériter d'un pays économiquement stable et prospère. Je n'irai jamais auprès des bailleurs des fonds internationaux contacter une dette. Je ne dois jamais contacter la FMI. Voilà, nous voici en 2019. Le Cameroun a une dette publique de presque 8 000 milliards. Mesdames et messieurs, chers camarades, vous qui me suivez sur la deuxième page, en 1982, le Cameroun a un taux de croissance économique de 8%, au même titre que la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire, nous, on produisait aussi beaucoup de cacao et tout ça. Mais aujourd'hui, en 2019, le Cameroun peine à atteindre 4%. La Côte d'Ivoire, qui a connu plus de guerres et de crises que le Cameroun, réussit quand même, malgré ça, à convoiter les 8%, à dépasser même. Le Cameroun, nous voici, vous avez tout donné à M. Biya, la paix. Devant l'intimidation, vous êtes resté tranquille. Devant la violence, vous avez obtempéré. Ok? Vous avez tout donné. Ce qu'un président a besoin pour avancer. Ce qu'une économie a besoin, la paix, la stabilité. Vous lui avez proposé ça, donné ça, gratuit. Avant, on disait le Cameroun est le seul pays stable. C'est un pays de paix. Aujourd'hui, c'est fini, non? Est-ce qu'on en parle encore? Mais ça, c'est les 2 dernières années. Oh, vraiment. Oh, vraiment de Dieu. Ça, c'est un truc. En 1982, le Cameroun dispose d'une flotte aérienne d'au moins 22 avions. En 2019, on a un seul avion. La Cameco a un seul avion. Et cet avion a de l'embargo. C'est-à-dire qu'il a reçu l'embargo sur l'espace aérien. Il ne peut même pas effectuer un trajet à Paris ou en Allemagne. Il ne peut pas. Voilà la Cameco, seul avion. D'ailleurs, je pense que c'est cet avion-là que les Ambaboy ont tiré et qui est stationné à Bamenda. Si je ne me trompe pas. Un truc comme ça. Si je ne me trompe pas. Ok? Ok? L'Éthiopie qui n'avait presque en ce moment aucun avion et qui nous regardait. L'Éthiopie voulait être le Cameroun. Le Sénégal qui nous regardait. Mais regardez l'Éthiopie aujourd'hui. L'Éthiopie a disposé de plus de 24 avions et avec un service client qui est on appelle ça quoi? En tout cas, un service client qui est exceptionnel. Ok? Vous voyagez partout avec Ethiopian Airlines, n'est-ce pas? Vous êtes bien confortable à l'intérieur. Mais c'est comme ça que c'est cette flotte-là que le Cameroun disposait, avec le même service en 82, au moment où M. Biya prenait le pouvoir. Mais nous voici 37 ans après. On a un avion, un seul. Le Sénégal nous regardait, on était un modèle. Mais aujourd'hui, Macky Sall venait, ok, juste quelques jours avant, je pense, les élections présidentielles, Macky Sall avait inauguré, n'est-ce pas, le 7e avion, ok. Ils avaient reçu un avion de type A330 Neo, ok, un Airbus. Exactement. Airbus de type, voilà, 3000, non, je pense que c'est 300, c'est, en tout cas 380, un truc comme ça, ok. Donc, un Airbus, de temps en temps, on ne peut pas appeler les conneries de Cameco avion. Voilà, exactement. Merci, le guerrier. Donc, c'était un truc. En tout cas, le Sénégal a réceptionné un truc pareil. Macky Sall a inauguré, il a même dit au ministre de voyager avec ça dans le cadre de promouvoir également, n'est-ce pas, le développement économique du Sénégal. Et il a commandé plusieurs autres avions qui seront livrés en 2020, dans l'année-ci. C'est-à-dire, quelqu'un qui parle, il fait. Il va être sous-préfet français, il va être tout. C'est bon. Mais qu'est-ce que l'autre sous-préfet a, on dit A380? Bon, en tout cas, je n'ai plus besoin sur le nom, ça m'importe peu. Je sais qu'ils ont ils ont inauguré un Airbus. Ok? Donc, c'était un truc pareil. Mais au niveau du Cameroun, oui, on va dire que Macky Sall est sous-préfet français, c'est la santé qui maintient le franc CFA. Mais qu'en est-il au Cameroun? Le sous-préfet français du Cameroun, il a aussi fait ça. N'importe quoi. On va les voir venir peindre la carrosserie dans les réseaux et venir parler fort devant Martin Tajou. En guise de quoi? Vous avez la consistance nécessaire pour le faire?
Hmm? Regardez le Cameroun. Il faut avoir honte. L'Indonésie, je vais vous dire. Quand M. Biya, avant là, l'Indonésie venait au Cameroun pour apprendre, ok, comment faire les palmiers à huile. Nous voici en 2019. L'Indonésie qui est venue apprendre chez nous, ils ont des ingénieurs là-bas qui ont développé des formules entre-temps. L'Indonésie est premier producteur mondial d'huile de palme. Le Cameroun qui leur apprenait hier. Le Cameroun est où? Le Cameroun est où? Le Cameroun est où? C'est-à-dire qu'il va être factuel sur le plan économique pour ne pas trop bavarder. Ok? En 2019, l'Indonésie vient, il exporte partout au monde. Le Cameroun est là, on regarde, on regarde. On accorde tout à Bolloré qui vient exploiter sans même payer. Salut Eric, merci. Alors, regardez. Monsieur Biya est allé embrasser la FMI. Contracter les dettes. Monsieur Biya, en 2014, était le premier à aller signer les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Alors que les autres présidents comme Obiangema et le président tchadien Idriss Déby avaient refusé de signer ces accords. La sous-région a refusé de signer les accords. Toi qui as les accords avec la sous-région, tu es parti signer ces accords. Donc l'Union européenne passe souvent les produits au niveau des Douala, au niveau du Cameroun, et ils écoulent ces produits dans la sous-région pour paralyser complètement les produits, pour tuer les producteurs locaux. Il n'y a que M. Biya pour avoir ce courage exceptionnel et faire ça. Après, on vous le présente comme étant un messie. Si vous voulez parler de lui, mais vous allez finir 2 litres d'eau. Vous allez... Quand écoutant la lèvre, s'il y a encore un vieux Goumassa. Jacques, merci Jacques. Merci. Merci beaucoup. Ok? Donc, voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire. C'est M. Biya qui maintient le franc CFA en Afrique. Vous savez que si le Cameroun se libère avec sa position stratégique au cœur de l'Afrique centrale, portée d'entrée et de sortie, mais c'est le cœur de l'économie. C'est le cœur de l'économie. Mais c'est ce seul griot, le seul pantin, le seul marionnette qu'on a placé là-bas, M. Biya, qui maintient le franc CFA. Il ne s'est jamais prononcé sur le franc CFA. Il n'a jamais rien dit. C'est un surnois, c'est un traître. Il passe comme ça, il faufile comme le serpent. Et je n'aime pas les serpents. C'est l'une des choses que vous voyez Martin Tajot évolue indépendamment. Pour avoir ta liberté de penser. Pas avec les gens qui vont faufiler comme ça, comme des serpents. Comme des serpents. C'est ce que M. Biya fait. Et là, il ne dit rien. Il faufile. Mais si les autres réussissent à mettre leur cerveau en marche pour avoir des avancées considérables, on va venir dire que c'est M. Biya. Il va venir faire la récupération. Dire que c'est lui. La stratégie des faiblards, des peureux, des pauvres mentaux, des aliénés, des incultes, de leur stratégie. C'est leur stratégie. Voilà comment le président Maurice Kamto réussit à installer un état de droit au Cameroun. On voit les avancées, non? Ça avance considérablement, doucement, pas en un laps de temps, mais on voit. Désormais, vous pouvez rester au Cameroun, faire un live. Hein? Dit que pas bien. Ok? Mais il a fallu un Kamto pour vous montrer que non, on a besoin d'un état de droit. Pour montrer que non, vous avez vos droits à défendre. Aujourd'hui, dans les plateaux de télévision, on peut un peu réussir à vous parler un peu. Réussir. Mais il a fallu un Kamto pour exiger ça. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont derrière en train de dire que non, ça, ce sont les efforts de M. Biya. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Rien de bon. Et donc, nous sommes en train de travailler aujourd'hui. On travaille comme ça pour l'avènement d'une réelle démocratie participative. Lorsqu'on va installer cela, les mêmes gens qui ont les mêmes idées comme M. Biya sortiront par derrière et dire que non, c'était nous. Ils vont venir vous écraser, vous le peuple camerounais. Vous, comme on travaille ensemble là, pour les écraser là, pour écraser ce système dictatorial, on risque d'avoir des mini-Biya qui peuvent faire la même chose. Et donc, il faut les écarter doucement, systématiquement. N'aime pas l'usurpation. Et c'est ce que M. Biya utilise. L'usurpation. On va appeler ça quoi? L'ingratitude. Voilà le système que M. Biya met en place. Donc, quand il est arrivé au pouvoir en 1982, Ahidjo lui a laissé systématiquement plus de 206 entreprises. M. Biya a privatisé la moitié et avec lui, en raison de son incompétence, le reste a disparu.
Voilà. Parce qu'il a passé le temps à nommer les administrateurs civils à la tête des entreprises de production. Vous qui allez à l'ENAM, vous rentrez pour aller prendre la tête de Cameco, de la Sonara. C'est pour quel objectif? C'est pour quel objectif? Vous avez quelle connaissance scientifique? Vous avez quoi en termes de maintenance? Nous n'avions rien. Rien du tout. Mais c'est vous qui voulez aller à la tête de ces entreprises. Je suis désolé. Je suis désolé. On vous a mis les administrateurs civils à la tête de la Cameco, c'est tombé. On a mis les administrateurs civils à la tête de la CDC, c'est tombé. On a mis les administrateurs civils à la tête de la Sonara, c'est tombé. On a mis partout, c'est tombé. Résultat de course, nous avons 8 000 milliards de dettes. Qui va rembourser? Qui va rembourser ça? Qui va rembourser? Le peuple camerounais, les pauvres. Vous avez lancé la guerre en zone anglophone. Avec ça, on a perdu presque 60 000 emplois. Les milliards de chiffres d'affaires sont endommagés. Les jeunes sont dans le chômage total. Ok? Voilà ce qu'on a perdu. Donc, en conclusion, loin d'être un dictateur, M. Biya, c'est un pompier pyromane et un démon. Ok? Nous attendons, une fois que j'ai démontré cela de façon parfaite, nous attendons donc deux choses. Que M. Biya, dans son discours de demain, annonce sa démission, et en plus d'annoncer sa démission, qu'il annonce la nullité, ok, du processus électoral. Et en même temps, qu'il dit le plan du dialogue qu'il a mis sur pied avec les acteurs clés pour aller rencontrer tous les leaders sécessionnistes en prison dans la diaspora pour s'asseoir autour d'une table dans l'optique de créer des conditions de désescalade afin de garantir le dépôt des armes et le retour à la paix. Voilà ce que je voudrais vous dire. Demain donc, je suis prêt pour le débriefing. On va se retrouver pour le débriefing. Et ne vous dérangez pas, hein, mes comptes sont signalés. Mes comptes sont systématiquement signalés. Ok? Tous mes deux comptes. Systématiquement bien signalés. Ok? Donc, non, c'est impossible que ici le matin, ça passe encore bien sur mon deuxième compte. Et dès que je me suis connecté ici, on était 150 en 2 minutes, je suis reparti. Et ici, voilà, c'est impossible que le soir maintenant, les gens ne voient pas. Non, je crois qu'ils ont laissé la page officielle, ils sont allés sur la deuxième page, ils ont encore signalé la deuxième page. Et on m'a dit, activistes qui mènent le combat avec nous, qui ont signalé mes pages. Et les noms vont sortir. Je suis en train de leur donner l'occasion de ne plus le faire. Et je continue toujours à dire. C'est que vous pensez être honnête, ce que vous pensez être honnête parfois. Donc, voilà en clair, j'ai terminé. Demain, je ne dis pas quelle heure, mais en tout cas, on va se retrouver après pour le débriefing direct. J'ai mis 21h, mais bon, quand j'annonce, on vient, on me bloque les pages. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que je leur ai fait. Mais on va continuer, même si c'est créé d'autre part. On va le faire. Parce que c'est ici à l'intérieur. On ne triche pas. Si vous trichez, vous ne pouvez pas tenir longtemps. C'est ici. Ça, c'est une tête bien faite. Vous pouvez avoir confiance. Et je vous le dis. Voilà. Donc, je termine avec ça. So, on fait quoi là? So, d'accord, je vais mettre ça pour qu'on termine. J'ai déjà mis Jacques. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a pris le sens de la vie. On ne vit pas au Voilà. car en fait, Je remercie Marie Chantal qui était avec nous. Je remercie Cécilia Chouplan. Je remercie le guerrier. Je remercie Jacques Saint, Emmanuel Django, Alain Métino, Eric Robinson, Nana Boris, Papou, Raps, Kandem Sylvie Kandem Otampon, Brigitte. C'était un plaisir d'avoir partagé les 2 heures avec vous. Un très grand plaisir.
dit qu'il faut nous rembourser. Tu n'as pas encore fait 2 heures. Bonne année, hein? Bonne année à vous tous. Bonne année à vous tous. Bonne année à vous tous. Bonne année Sylvie. Oui Jacques, la musique la me tue aussi. Bonne année Nas Nati. Ça me parlait en 2 heures que ça allait changer quoi. Que tu allais mieux comprendre ce qu'il doit dire. Jacques. Salut Landré, bonne année 2020. Bonne année à tous les prisonniers politiques. Bonne année à tous ceux qui sont muselés dans les prisons, à Mamadou Mota, à Paul Chouda, à Bibi Simancho, à Yuktabe, tous les autres qui croupissent dans les geôles de Monsieur Bia. Il s'appelle Aspi. Aspi et Obono. Je réponds à Flora. Merci, je vous adore. A plus. À demain pour le débriefing. Demain soir.